Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce quatrième webinaire de la série. Petite règle d'usage avant de démarrer. Donc là, nous vous invitons à couper vos caméras, vos micros, lever la main si vous avez des questions et passer par le chat pour poser vos questions dans un premier temps. On va organiser des moments de questions-réponses pendant ce webinaire. Donc voilà, c'est un webinaire qui va être enregistré. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à couper vos caméras. Après, si vous souhaitez participer, c'est avec grand plaisir et c'est toujours agréable de voir des visages derrière cet écran. Donc n'hésitez pas. Voilà pour les petites règles d'usage. Et donc, c'est effectivement le quatrième webinaire de la série Les enquêtes de la résilience. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énigme du confort d'été, comment garder la tête froide. Nous avons la chance d'accueillir mon cher collègue Victor Hélène, qui est conseiller en énergie partagée au sein de l'Agence locale énergie et climat. Pour rappel, c'est un programme qui s'inscrit avec un projet de Braisalec qui est porté par la région Bretagne et l'ADEME. Voilà, pour ma part, je m'appelle Emmanuelle Viard, je suis chargée de mission adaptation au changement climatique au sein de l'Agence locale de l'énergie et du climat des Vallons de Vilaine. Je vais brièvement vous présenter la structure. On est donc une association du territoire des Vallons de Vilaine que je présenterai juste ensuite. On intervient sur plusieurs thématiques, sur la maîtrise de l'énergie, l'efficacité énergétique, la promotion des énergies renouvelables, la rénovation énergétique. Nous sommes appui local du plan climat air énergie territoriale et on travaille la question de l'adaptation au changement climatique depuis maintenant un an. Pour cela, nous sommes une équipe de mémoire 11 salariés, pilotée par un pôle support. On a un pôle énergie renouvelable, un pôle avec nos conseillers en énergie partagée, dont Victor fait partie et que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui. Le service France Rénov, qui accompagne les particuliers autour de la rénovation énergétique, et l'accompagnement des entreprises, qui est un nouveau projet aussi au sein de l'ALEC. Et puis moi-même qui représente le pôle adaptation au changement climatique. Nous œuvrons sur un territoire de 2 EPCI, 2 communautés de communes, Bretagne, Porte de Loire Communauté et Vallon de Haute-Bretagne Communauté, qui regroupe 38 communes et 80 000 habitants à peu près. Pour la mise en contexte, je vais laisser Victor se présenter peut-être maintenant, ce sera fait, si ça te va. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Du coup, Victor, conseiller en énergie partagée à l'ALEC depuis 2019. Je travaille de plus en plus sur la partie confort d'été, que ce soit dans les accompagnements de projets ou même en phase diagnostic. Par exemple, on a fait il n'y a pas longtemps une mairie sur une commune de Bretagne Porte de Loire Communauté, où on va essayer d'identifier des problématiques liées à un bâtiment qui en surchauffe. Voilà, je pense que ça peut le faire comme intro. Merci Victor. Du coup, l'idée, c'est qu'on va mettre un peu en contexte tout cela. Nul n'est sans savoir que le climat s'emballe et les différents événements sont dans toutes les actualités presque quotidiennement. Je ne vais pas revenir sur les impacts, mais voilà, on a quand même des événements climatiques de plus en plus fréquents et de plus en plus extrêmes, et même sur nos territoires les plus proches. En fait, dans ce cadre-là, il y a une trajectoire qui s'appelle la TRAC, qui a été créée. C'est donc la TRAC, trajectoire d'adaptation au changement climatique. C'est un scénario en fait de référence qui a été élaboré en France métropolitaine à partir des travaux du GIEC, qui met en perspective un réchauffement mondial à plus 3 degrés en 2100. Et en France métropolitaine à plus 4 degrés en 2100. Et ça, en fait, c'est un scénario qui est réaliste, qui tient
compte des politiques actuellement en place à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est un scénario de préparation, celui sur lequel nous devons, nous adapter pour baser nos actions d'adaptation au changement climatique. Voilà. Parce que du coup, vivre à plus 4 degrés en 2100, voilà, je vous ai mis quelques exemples d'actions, enfin de conséquences à l'échelle de la France notamment, avec plus de températures extrêmes, davantage de feux de forêt, une intensification des pluies intenses et un enneigement qui est restreint et notamment aussi plus de sécheresse des sols. Alors là, je me suis basée sur le travail de l'OEB, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui a sorti je vous l'inviterai à aller voir, Mon territoire sous plus 4 degrés. On peut référencer notre commune, notre communauté de communes ou le territoire complet. Enfin, on peut mettre aussi bien la Bretagne qu'une communauté de communes. Là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple de la commune de Bain-de-Bretagne sur laquelle on se situe là actuellement. Et c'est une projection à plus 4 degrés. Donc là, on est sur une projection à 2100. Là où pendant ce webinaire, on va plutôt parler d'une projection à 2050. Donc c'est un peu moindre, mais voilà, on est sur une projection à 2100. Je vous laisse regarder du coup le nombre de journées très chaudes par an, voilà, qui passe de 6 jours à 28 jours. Le nombre de nuits chaudes, donc à plus de 20 degrés, qui passe d'une nuit à 15 nuits. Et les records de température, voilà, qui explosent aussi. Et ça, en fait, là où c'est intéressant, et puis ça va introduire le sujet du jour, c'est que ça a des impacts sur le confort thermique des bâtiments, parce que forcément, avec une augmentation globale de température, on va avoir un plus grand besoin de refroidissement des bâtiments. Donc là, on est à 244% en 2100 à Bain-de-Bretagne, et on va avoir moins besoin de chauffage. Et donc, en fait, voilà, quand on a monté la série de webinaires, on s'est dit que c'était quand même assez important de parler aussi des bâtiments, enfin du bâti en général, parce que ça aura un gros impact sur le confort de nous. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à mon collègue et qui va aujourd'hui nous parler, nous donner des conseils et des informations sur l'adaptation du logement ou à l'intensification des vagues de chaleur, notamment. Merci Emmanuel pour l'intro. Je te pique l'écran. Est-ce que c'est OK pour le partage d'écran? Allez, c'est parti. Du coup, je vais continuer la mise en contexte faite par Emmanuel. Donc, vous êtes tous au courant qu'il y a des changements climatiques à l'œuvre déjà existants, on s'en aperçoit tous les étés. On s'aperçoit aussi qu'il y a certains bâtiments récents qui sont souvent mal adaptés pour l'été, voire pour l'intersaison, avec des surchauffes à 28 degrés dès fin avril, mai, et jusqu'à fin octobre, voire début novembre pour certains, parce qu'ils sont très bien isolés et performants l'hiver. Je vous ai remis, alors attention, je vais osciller entre la partie 2100 et la partie 2050. Vous voyez sur la petite carte à droite, ici, nous on s'est mis par là, hein, le pays des Vallons-de-Vilaine, j'ai mis un petit cercle parce qu'on sera un peu plus concerné que les autres par l'augmentation des températures en 2100. L'idée, c'est de montrer que les territoires en Bretagne vont être plus ou moins touchés en fonction de leur emplacement et que, en fonction des scénarios, on voit qu'on peut avoir de plus 25 jours à plus 54 jours de journées très chaudes en 2100. Et en fait, on a la même chose en 2050, hein, globalement. C'est pas le même nombre de jours, mais on oscille entre deux types de journées, deux périodes qui vont être très très chaudes. Et donc, soit on se prépare pour le moins, soit on se prépare pour le plus. Moi, je préfère prévoir pour le plus. Sachant que donc, en prenant en compte ces données de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne et le même lien là que j'ai mis ici, vous voyez ma flèche là sur l'écran? Ouais. On peut accéder à des données qui sont individualisées par commune. On peut avoir les besoins de rafraîchissement estimés en 2050 avec la trajectoire qui va aller à 4 degrés en 2100.
Et donc, dans notre cas, on a des besoins de rafraîchissement qui vont augmenter d'un peu plus d'un facteur 2. On a les baisses de besoins de chauffage qui sont estimées à 20%. Là, moi, j'ai mis un petit graphique de mes estimations à moi, où en gros, on perd depuis 2009 20 DJU par an. Ça peut donner des idées aussi de ce qui va arriver en 2050 en termes de DJU pour le chauffage. Et en fait, on en arrive à la conclusion que finalement, si tous les besoins de rafraîchissement qui seront nécessaires en 2050 sont faits par le biais de climatisation, on va se retrouver avec des besoins de clim qui seront plus élevés que le gain de besoins de chauffage lié au réchauffement climatique, ce qui est un peu aberrant. Donc l'idée de cette présentation, ça va être de donner des billes pour pouvoir aller un petit peu plus loin, sachant que ce n'est pas qu'une question de confort et de consommation d'énergie. On a une baisse d'efficacité au travail qui est liée aux inconforts liés à la chaleur et surtout un impact sanitaire important de ces vagues de chaleur. Là, ce sont des données que j'ai récupérées lors des rencontres nationales de la communauté CART, donc les CE, les conseillers en énergie partagée, les économes de flux au niveau national. Et donc, c'était les plénières étaient spécifiques sur la santé, ce qui était très intéressant et très instructif. Donc, on peut voir par exemple que sur l'île-et-Vilaine, là où on est nous, on a eu entre 10 et 20% de surmortalité relative pendant les périodes de canicule, alors qu'on n'était pas très touché par les canicules en question. Ça, c'est bien à regarder. Et donc, il y avait aussi ce petit graphique qui était très intéressant, qui n'est pas forcément hyper lisible comme ça, mais je vais essayer de vous l'expliquer. En gros, sur les années en question, 2014-2023, de ce que j'ai compris, il y a eu 37 000 décès qui sont attribuables à la chaleur. Sur ces 37 000 décès, il y en a à peu près un tiers qui a eu lieu pendant les canicules, mais il y a le reste, donc les 2 tiers, qui sont hors période de canicule et qui sont liés en partie à la surchauffe des bâtiments. Donc ça, ce point-là, il est très intéressant puisque c'est ce sur quoi on va essayer de travailler. Et donc là, pour apporter un petit peu plus de perspective, on refait appel à la TRAC, dont Emmanuel a parlé, avec en orange les prévisions de fréquence d'occurrence de vagues de chaleur en France. On voit qu'en gris, c'était le climat passé avant 2025, on n'était jamais au-dessus de 15%, donc en gros 15 années sur 100. Là, on va passer plutôt à une année sur 2 en 2050 dans le pire des cas, et en 2100, on est à presque 7 années sur 10, voire 8, 9 années sur 10. Ce qui veut dire que ce sera plutôt commun d'avoir des vagues de chaleur à l'avenir. Donc là, on va passer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le confort thermique? Je vais essayer de vous expliquer ça de la façon dont je l'ai compris moi. Donc ça ne veut pas dire que c'est une vérité pure et dure. Mais globalement, l'objectif du corps humain, c'est de maintenir les organes vitaux à 37 degrés. Donc il fait tout ce qu'il peut pour le faire. Et pour ce faire, il a plusieurs mécanismes qui sont disponibles en termes d'échange thermique. Donc de l'évaporation, et donc de la transpiration majoritairement, de la convection. Donc là, ça va être l'air qui va venir évacuer des calories en échangeant, en tapant sur la peau du corps humain par le biais du rayonnement. Le corps a une température donnée, il émet du rayonnement vers tout ce qui est autour de lui, et le rayonnement autour de lui échange avec lui en retour. Par le biais de l'ingestion de nourriture, chaude-froide, et la conduction, donc avec tout ce qui est paroi en contact avec des objets. Par contre, tous ces phénomènes, ils sont dépendants de paramètres physiques qui sont extérieurs au corps humain, la vitesse de l'air, la température de l'air, l'humidité, l'habillement, la température des parois extérieures et le métabolisme. Je vous ai mis des petits pointillés, ça sera quand vous aurez les slides. Les pointillés rouges, ça correspond à l'habillement qui va avoir donc l'échange thermique lié à l'évaporation et la sudation va avoir une dépendance liée à l'habillement. Le rayonnement aussi, parce que si on est habillé, on rayonne moins vers l'extérieur, par exemple. Et donc, je vous ai fait ça pour tous les types d'échanges thermiques, histoire que vous ayez une idée de quel paramètre physique va intervenir dessus. Donc, l'objectif
de cette petite présentation, c'est de regarder comment on va minimiser l'impact de la chaleur sur les usagers des bâtiments. Et c'est ce qui va constituer les différents axes de la présentation. Donc tout d'abord, réduire les apports d'énergie dans un bâtiment. Malgré tout, tout ce qui rentre, il faut arriver à l'évacuer. Donc évacuation de la chaleur. Et à la fin, rafraîchir. Par rafraîchir, c'est plutôt se sentir mieux. Et donc là, on va aller explorer toutes les petites choses qu'il y a ici, donc sur chaque thématique. Donc je commence pour de vrai les solutions potentielles. Ça ne va pas être forcément exhaustif. Il y en a certaines que je vais évacuer exprès parce que soit elles sont déjà connues des communes, soit elles sont peut-être un petit peu complexes pour l'instant. L'idée, c'est de travailler sur plutôt de l'existant. Et peut-être que dans d'autres temps, on verra des choses sur comment prévoir sur du bâtiment neuf et éviter de se faire piéger pour les 20-30 années prochaines à venir. Donc c'est parti, on va partir sur la réduction des apports d'énergie externe au bâtiment. Donc l'idée là, ça va être de baisser la température de l'air dans le bâtiment principalement, et donc pour favoriser ces mécanismes-là. Donc on va commencer par les vitrages sud, ce qui pose souvent problème. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de se débrouiller pour ne plus avoir de rayons solaires qui vont passer par les vitrages sud, mais conserver les rayons solaires qui nous sont nécessaires pour diminuer les besoins de chauffage l'hiver. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va avoir une puissance par mètre carré, j'ai pris mois de juin et mois d'octobre, de fenêtres qui va être de l'ordre de 300 à 400 watts. J'ai essayé de rechoper ces infos-là sur PVJ, ce qu'on utilise aussi pour les études d'autoconso photovoltaïque. Et donc globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fenêtre de 2 mètres carrés qui est ensoleillée, c'est équivalent à un radiateur. Et une porte-fenêtre de 10 mètres carrés qui est ensoleillée, c'est 5 radiateurs. Nous, on a ça, on le sent très bien. Quand il y a les 5 radiateurs en route, ça chauffe bien. Donc on va essayer d'éviter d'avoir ces menuiseries qui vont être exposées au soleil l'été. D'où les protections solaires, donc ce qu'on appelle les casquettes. Là, je vous présente notre magnifique baie vitrée au travail, et on voit qu'on a une petite casquette qui nous permet de faire un ombrage sur une partie du vitrage. C'est dommage, je n'ai pas pris de photo quand il y avait beaucoup de soleil. Alors, il y a d'autres solutions qui existent, qui vont être par exemple les pergolas, qu'on peut végétaliser également, ce qui apporte d'autres bénéfices, on va pouvoir en rediscuter tout à l'heure, ou bien des voiles d'ombrage. Et donc, chaque solution va avoir des avantages et des inconvénients. La pergola végétalisée, ça peut demander de l'entretien. Celle-ci, elle est hyper solide, il n'y a rien à faire. Ici, on peut l'enlever l'hiver pour bénéficier des apports solaires gratuits. Néanmoins, faut que ce soit assez résistant au vent, donc ça dépend vraiment des zones où on va se trouver. Petit inconvénient, souvent les protections solaires sont mal dimensionnées. Et en fait, on va avoir, on va dire, la moitié des apports solaires qui vont quand même rentrer. Donc, je vous ici, là, c'est un peu le cas chez nous. La casquette créée par le balcon au-dessus, elle va cacher, on va dire, que la moitié de la baie, ce qui veut dire qu'on a encore 2 radiateurs et demi en route l'été, si on n'avait pas de protection en plus. On va voir que ça existe, qu'il y a des solutions pour les vitrages ouest, sur lesquels je vais passer après, qui peuvent permettre de faire ça. Mais en attendant, pour certaines collectivités qui sont dans l'urgence, on peut très bien imaginer avoir un petit pot de fleurs sur roulette qui va aller cacher la moitié qui nous gêne en partie basse. Et puis on l'enlève l'hiver, ça peut fonctionner. C'est des systèmes qui sont un peu low-tech, mais qui permettent de réagir très rapidement s'il y a besoin, et qu'on peut garder aussi sur du long terme. Donc là, je vais passer au vitrage ouest parce que ça va apporter aussi une réponse pour certains vitrages sud. Donc on se dit généralement, les vitrages à l'ouest, ça va, le soleil il va se coucher assez vite, machin, etc. Alors l'inconvénient, c'est que du coup, oui, effectivement, il se couche, sauf que du coup, les casquettes, elles sont inutiles parce que le soleil est trop bas et que les casquettes ne cachent rien du tout. Et donc quand on regarde à l'ouest ce que le soleil apporte en juin et octobre,
on est encore à 300 watts et 200 watts en fin d'après-midi, voire en milieu d'après-midi. Ce qui veut dire qu'une fenêtre de 3 mètres carrés reste équivalente à un radiateur. C'est l'ordre de grandeur. Donc, on va essayer aussi de se prémunir contre ces apports-là qui vont nous gêner. Donc, il y a plusieurs moyens. Le plus connu, c'est souvent les brises-soleil orientables, qui ont parfois l'inconvénient d'être un peu fragiles, surtout quand on est dans des zones avec du vent. Il y a une solution alternative qui n'est pas possible partout, mais qui peut être celle-ci. Donc, c'est des espèces de volets qui vont déjà avoir leurs petites lames qui sont déjà orientées. Donc, on ne peut pas choisir l'orientation des lames, mais on peut les mettre facilement en place et ils peuvent être fixés, ce qui peut servir aussi pour sécuriser une menuiserie qui serait ouverte, par exemple. Et donc, ça fonctionne aussi pour le sud. Et on a la solution des voiles des stores micro-perforés qui a déjà été expérimenté dans des écoles sur le territoire et que nous, on a chez nous et qu'on est très heureux d'avoir depuis début août, puisque avant on n'en avait pas. Donc, ça permet vraiment de rafraîchir, enfin d'éviter de chauffer notre salle de travail. Donc, attention, mauvais exemple. On va éviter les entrées directes de chaleur par les menuiseries. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Les gens ont chaud parce que c'est mal géré, il n'y a pas assez de protection contre les apports solaires. Et du coup, ils ouvrent les fenêtres pour se rafraîchir. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Sur du court terme, c'est cool. Ça permet de survivre. Sauf que sur du moyen terme, en quelques jours, on va augmenter la température intérieure du bâtiment de 3 à 4 degrés par forte chaleur. Et donc, ça va plutôt être contre-productif. Et donc là, il va y avoir un travail très important avec tous les usagers d'un site pour garder une cohérence sur la stratégie adoptée. Donc, on ferme les fenêtres la journée et il faut apporter des solutions de rafraîchissement alternatives pour les usagers pour pas qu'ils aient envie d'ouvrir les fenêtres. Et donc là, à la toute fin, on va parler des brasseurs d'air plafonniers et c'est vraiment une solution alternative parfaite pour jouer ce rôle. Donc, vous voyez qu'on n'est pas non plus toujours cohérent à la LEC, hein, on a ouvert les fenêtres. Mathis, je te vise pas du tout. Ok, donc là on va passer à d'autres apports qui sont un peu plus indirects. Et là, ça va être le réchauffement de l'air extérieur par le biais des surfaces sombres. Donc en gros, du noir va absorber plus. En gros, le noir va absorber tous les rayons lumineux et les transformer en chaleur. Et donc, ça va augmenter la température de l'air ambiant à l'extérieur du bâtiment, ce qui indirectement va impliquer qu'on va augmenter petit à petit la température de l'air ambiant dans le bâtiment. Donc là, j'ai mis une toiture ardoise et une surface goudronnée à l'extérieur d'une maison. Ça va avoir d'autres impacts, ces surfaces noires. On va pouvoir en reparler juste après. Donc les solutions, c'est préférer les revêtements clairs en extérieur et aussi végétaliser. L'intérêt de la végétalisation, du point de vue purement confort estival, il y en a plein d'autres à côté, c'est que d'une part, ça fait des protections solaires gratos. Donc là, on peut imaginer soit un vitrage sud, soit un vitrage ouest. Et là, on met des végétations qui sont un petit peu plus basses pour couper les rayons à la hauteur qu'il faut en fonction de la distance à laquelle on va planter. Ça permet de gratter quelques degrés à l'extérieur quand c'est très végétalisé, ce qui est très intéressant. Et dans le cas où on va avoir de l'eau et des feuilles, on va avoir de l'évaporation qui va du coup contribuer à ce gain des degrés extérieurs. Après, on va avoir des co-bénéfices sur la gestion de l'eau, et là, c'est plus de l'adaptation au changement climatique pur et dur. On peut envisager un truc un peu plus osé, mais sur lequel il faut faire attention avec une prise de recul, c'est de faire circuler de l'eau en milieu urbain. Donc attention au risque d'inondation néanmoins, mais ça permet de rafraîchir les milieux urbains de manière importante. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Je reviens vite fait sur les surfaces sombres. Et donc là, ça va être en particulier sur la toiture et sur les occultations.
On va toujours préférer, encore une fois, des revêtements clairs, mais là, ce n'est pas forcément pour le réchauffement de l'air extérieur, ça va être pour la conduction de la chaleur dans le bâtiment. Donc là, l'idée, c'est d'éviter d'avoir un matériau chaud au contact de nos isolants ou de non-isolants, dans le cas où les bâtiments ne sont pas isolés, et d'éviter de réchauffer l'intérieur du bâtiment par conduction. Et donc là, ça va être préférer les revêtements clairs, isoler le bâtiment. Et donc l'autre solution, c'est apporter de la masse au bâtiment pour que la masse chauffe pendant la journée et qu'elle ait le temps de se refroidir la nuit. Je mets un peu les pieds dans le plat avec cette petite image avec les tuiles. On n'a plus beaucoup d'ardoisières en Bretagne. Ça serait peut-être pas mal de passer à une solution alternative avec un albédo plus adéquat et un bilan carbone peut-être plus faible que d'amener des ardoises qui viennent d'Espagne. Voilà, j'en ai fini sur les apports extérieurs, mais c'est une des parties les plus importantes. On va parler très rapidement des apports d'énergie interne dans le bâtiment. Donc là, l'idée, c'est encore une fois de baisser la température de l'air intérieur. Ça va avoir un effet indirect sur le taux d'humidité et sur la température des parois. C'est pour ça que je les ai mis en pointillé, même si ça fait moche. Et donc, il faut bien garder ça en tête. C'était la même chose pour les apports externes. Donc, sur les activités et process, je vous ai mis quelques ordres de grandeur de la puissance appelée sur un ordinateur portable ou un écran. Donc, si on est 10 dans un bâtiment ou dans une pièce avec un ordi portable, un écran en route, on a 1 kW, donc on a un petit radiateur. Donc, dans certains cas, peut-être que ça vaudrait la peine d'essayer d'enlever un écran temporairement. On a la même chose, donc là, ça va plus être orienté restaurant scolaire parce que là, on a vraiment beaucoup de matériel. Et il y a des petites solutions comme déplacer les groupes froids à l'extérieur pour certaines chambres frigo. Et pour le reste, on n'a pas beaucoup de choix sur la cuisson, mais souvent, l'extraction des calories est faite directement par le renouvellement d'air au-dessus des process de cuisine. On va passer à une des parties les plus importantes pour les apports internes. Là, ça, souvent, les gens sont plutôt au courant. Un adulte va apporter entre 80 et 100 watts, parfois c'est un peu plus bas quand on est assis et très calme. Et les gamins, donc là, ça va être surtout important dans les écoles, vont apporter, on va dire, en moyenne 50 watts. Donc une classe, on est aussi un bon petit radiateur qui va être dans chaque classe. Alors en fonction des bâtiments, on va pouvoir, et des emplois qui vont avec, on va pouvoir aménager le télétravail ou changer les horaires de travail. Ça permet de travailler plus tôt et d'être moins soumis aux températures extérieures fortes et donc intérieures également. Et dans les écoles, là, je donne quelques idées, mais qui circulent depuis assez longtemps. Une idée pouvant être, pour éviter les apports internes dans le bâtiment, de limiter les activités des enfants à l'extérieur le matin. Ça, leurs calories, ils les envoient à l'extérieur, pas dans le bâtiment. Et il fait encore frais, donc c'est plutôt gérable. Et donc de rentrer à partir du moment où les températures commencent à être plus importantes. Il y a la réduction de la nourriture chaude à la cantine le midi et favoriser des choses qui sont plus faciles à digérer, qui rejettent moins de calories. Et donc, par contre, ça nécessite néanmoins de gérer les apports extérieurs, quoi qu'il advienne, qu'on a évoqué juste avant. Parce que si on ne gère pas les apports extérieurs, on a beau éviter les apports à l'intérieur, il fera quand même chaud l'après-midi pour les enfants. Donc là, on en a fini avec la réduction des apports de chaleur dans le bâtiment. Mais il y en a quand même qui rentrent quoi qu'il advienne. Donc là, on va réfléchir à évacuer la chaleur. S'il y a des questions, c'est peut-être le moment. Je vous laisse un petit temps. Des questions ou des réactions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à ouvrir directement vos micros et participer. Il n'y en a pas. C'est que c'est très clair, Victor. Ah, si. Oui, c'est Maud. Allez-y, Maud, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, c'est fait. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends, Maud. Ouais. J'avais juste une question. J'ai vu dans plusieurs villes des miroirs d'eau au sol.
Est-ce que ça fait partie des solutions quand tu parlais de faire circuler de l'eau au sol dans les villes? Est-ce que c'est ça que tu avais en tête ou est-ce qu'il y a d'autres idées? Ouais, j'avais en tête de faire circuler de la vraie eau qui circulait à une époque dans les milieux urbains, donc des rivières par exemple, ou des canaux. Mais bon, il y a tous les risques qui vont avec en termes d'inondation, donc il faut le prendre en compte. Néanmoins, les miroirs d'eau, oui, sont utiles parce qu'on a toujours l'évaporation qui va rafraîchir l'air extérieur. Donc c'est important. Hmm. Et ça va aussi augmenter l'albédo, augmenter ou diminuer. En gros, ça va augmenter la réflexion des rayons et tu as moins d'absorption de chaleur par le sol. Donc c'est important, ouais. D'accord. Mais tu peux Ok. avoir la Oui, même oui. Et chose puis dans les cours d'école avec des mares, plein de choses comme ça, en fait. Ouais, d'accord. Ok. C'était juste pour Voilà. être un peu plus précis. Merci. Merci, c'est cool d'avoir une question. Si on n'a pas d'autres, on va enchaîner sur l'évacuation de la chaleur. Je pense que là, vous pouvez peut-être commencer à lever la main si vous avez une question pour qu'à la fin d'une slide, on arrête et qu'on fasse une pause pour la question. Donc sur l'évacuation de la chaleur, donc il y a quand même de la chaleur qui va être stockée dans les bâtiments malgré le fait qu'on limite les apports externes et internes. Il y a toujours des parts irréductibles, il faut bien vivre dans les bâtiments. Et donc là, pour évacuer la chaleur, le paramètre extérieur sur lequel on va encore jouer, c'est la température de l'air, donc vous avez l'habitude. Les mécanismes qui vont être à l'œuvre associés à ça, ça va être l'évaporation, donc transpiration et la convection. Et donc, on va parler surventilation naturelle nocturne. Donc, l'objectif, c'est vu qu'en Bretagne, il ne fait pas hyper chaud la nuit non plus, alors, hormis dans les centres urbains très denses où on va avoir des effets d'îlots de chaleur urbains, globalement, dans la campagne, on va pouvoir bénéficier d'un air frais extérieur. Et donc là, l'idée, ça va être, comme sur le petit schéma ici, de pouvoir faire traverser de l'air frais la nuit dans le bâtiment. L'ordre de grandeur qu'il faut garder en tête, c'est 4 volumes par heure de renouvellement d'air pour avoir un effet important et redescendre quand même de manière importante toute la masse aussi des bâtiments pendant la nuit. Pour pouvoir avoir cette surventilation, il va falloir d'une part qu'on garantisse la sécurité et donc l'anti-effraction dans le bâtiment. Et d'autre part, qu'on garantisse une libre circulation de l'air au sein du bâtiment. On a plusieurs solutions pour ce faire. On peut avoir donc des petits soufflets en partie haute. Donc ça va être sur les menuiseries, par exemple. Là, c'est l'exemple d'un bar où on aurait des soufflets en partie haute et qui permettent d'amener de l'air sur toute la façade sud et ressortir de l'air sur une grosse fenêtre qui pourrait avoir cet aspect-là avec une grille de transfert qui empêche, alors souvent c'est un petit peu plus dense, ça va ressembler à ça, qui empêche des intrus de pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment. Il faut prévoir une alarme volumétrique dans ces cas-là pour pas qu'un oiseau ou quelque chose comme ça déclenche l'alarme. Point important. Et donc sur les parois, sur les cloisons de distribution, ce qu'on va pouvoir mettre en place par exemple, si on veut garder par exemple cette pièce sécurisée vis-à-vis de cette pièce-ci, ça peut être une porte qui va être verrouillable avec une persienne à côté qui peut être ouverte pendant la nuit. Et donc là, on va garantir quand même une ventilation importante pendant la nuit. Attention, les surfaces d'ouverture, ça j'ai chopé ça sur Énergie Plus, le site, à vérifier. La surface d'ouverture doit représenter de l'ordre de 4% de la surface au sol pour pouvoir garantir ce renouvellement d'air important. On va avoir des portes du même style que cette fenêtre-là qui vont permettre d'avoir des grandes surfaces accessibles pour ventiler. Il y a d'autres solutions qui sont un petit peu plus techniques, tout ce qui est cheminée tirage thermique, tourelle à vent, fenêtre de toit automatisée. Sur des sheds, par exemple, on va pouvoir installer des choses aussi qui vont permettre de surventiler et faire appel plus à du tirage thermique qu'à des vents dominants.
Donc là, c'était la surventilation naturelle nocturne. Nous, en tant que CEP, ce à quoi on est le plus, les bureaux d'études vont aller plus souvent sur de la surventilation mécanique nocturne. Donc l'objectif reste toujours le même, d'avoir un renouveau d'air frais important, 4 volumeurs. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est que sur la majorité des bâtiments existants, donc logements, bureaux, etc., les ventilations mécaniques contrôlées ou les centrales de traitement de l'air ne sont pas forcément adaptées en termes de débit hygiénique, on est de l'ordre de 1 volumeur, pour avoir les 4 volumeurs en question. Ce qui fait que ça ne va pas fonctionner en fait de mettre la ventilation à fond pendant la nuit. On ne va pas avoir assez de débit pour pouvoir renouveler l'air intérieur suffisamment. Pour l'enseignement, ce n'est pas impossible. On peut être de l'ordre de 3 volumeurs. Donc là, j'avais chopé ça sur un webinaire sur le confort d'été qui avait été organisé par Envirobat Grand Est. Et, en fait, la majorité des données que j'ai, là, je les ai chopées là-dedans. C'est super, c'est une grosse mine d'infos. La conclusion donc, que j'ai, moi, de mon point de vue, c'est que potentiellement, on peut utiliser la centrale de traitement de l'air pour surventiler la nuit les groupes scolaires. Sur le reste, ça va demander un surinvestissement important parce qu'on va mettre des machines plus grosses. On va avoir des difficultés techniques également pour passer des gaines avec une plus grosse section. Et dans tous les cas, on va avoir des consommations nocturnes qui vont être importantes et qui ne sont pas compensables par du photovoltaïque puisque c'est la nuit. Donc, moi, dans les accompagnements, je privilégie toujours la surventilation naturelle nocturne. Dans tous les cas, on va avoir la CTA à côté si besoin. Mais l'idéal, c'est de ne pas avoir de consommation liée à ce refroidissement de l'air intérieur. Alors, il va y avoir d'autres solutions qui vont exister, qui sont un peu plus techniques, mais qui méritent juste d'être abordées pour que vous ayez connaissance de leur existence. Donc, il y a des caissons adiabatiques qui vont se mettre sur les centrales de traitement de l'air. J'ai oublié CTA, c'est centrales de traitement de l'air, dont le principe est assez simple. On va aller pulvériser des micro-gouttelettes sur l'air extrait dans le bâtiment. La condensation de ces micro-gouttelettes va pomper les calories de l'air extrait et on va se retrouver avant l'échangeur de la centrale double flux avec de l'air plus frais que ce qu'il sortait initialement. Et donc, on va échanger les calories de l'air entrant avec l'air sortant et on va pouvoir rafraîchir l'air soufflé de manière très importante. On peut aller jusqu'à 10 degrés. Pour des consommations d'eau qui sont relativement correctes, voilà, pour un débit de 1000 m3, on va être à 10 litres par heure de consommation d'eau. Et donc, j'ai fait le calcul sur le nombre de jours où on va avoir besoin de rafraîchir de manière importante. Ça fait quelques mètres cubes d'eau qui vont être nécessaires pour ce type d'appareil. Attention, le gain est dépendant de l'humidité de l'air extrait. Si l'air extrait est déjà très humide, eh ben, on ne va pas pouvoir gratter grand-chose. Des petits problèmes liés quand même à ces systèmes-là. Il y a un effet rebond potentiel. Il fait frais, donc on ne se soucie pas d'éviter les apports ou de les évacuer. Et donc, on va avoir des consommations d'énergie supplémentaires parce qu'on va utiliser la CTA au maximum pour rafraîchir. Et donc, c'est quand même des consommations d'électricité qu'on pourrait éviter. Il y a également le réchauffement de l'air ambiant extérieur, puisqu'on va aller sortir de l'air chaud. Et on va avoir un risque sanitaire en cas de mauvais réglage, dans le cas où on va avoir un écart trop important entre l'air soufflé et la température extérieure. On peut avoir des chocs thermiques qui vont avoir des impacts au niveau de la vasoconstriction. Et donc, c'est comme pour la clim, qu'on va voir juste après d'ailleurs, où on peut avoir des risques qui existent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des réglementations sur la réduction de température à l'intérieur du bâtiment vis-à-vis de l'air extérieur. Je crois qu'on doit être à 5-6 degrés d'écart, Max, à vérifier par les autres qui veulent me cross-checker. On va parler de la clim, du coup, pour pouvoir la comparer en partie aux caissons adiabatiques. C'est important d'en parler quand même parce qu'au final, c'est souvent la solution qui est privilégiée
pour se mettre à l'aise dans un bâtiment. Donc le principe est quasiment le même qu'un rafraîchisseur, un caisson adiabatique. Ça va être d'extraire les calories de l'air intérieur et de les virer à l'extérieur du bâtiment. Donc problème, on réchauffe l'air extérieur avec notre air intérieur. Et là, pour gagner 3 à 5 degrés, donc ça, j'ai chopé ces données-là. J'ai pas mis la référence à vérifier, mais j'avais chopé la référence, je pense, sur un guide brasse. Donc attention, c'est ceux qui font du lobbying pour les brasseurs d'air. Mais malgré tout, l'ordre de grandeur était correct. Je crois que j'avais vérifié sur Énergie Plus. Donc on est de l'ordre de, on va dire, 500 watts pour 10 mètres carrés refroidis. Et donc, un des inconvénients, c'est que l'investissement est important et donc le fonctionnement va être important aussi. Moi, je la considère comme une solution de dernier recours quand on a essayé tout le reste. Donc, elle a les mêmes problèmes potentiels. Il faut faire attention quand même. C'est qu'on a l'effet rebond. Donc là, clairement, on ne va pas se soucier des apports qui vont rentrer ni de les évacuer. On a des consos supplémentaires. Il y a aussi les gaz frigorigènes qui sont utilisés dans les climatisations ou les pompes à chaleur, hein, par ailleurs, qui vont avoir des impacts environnementaux. Donc, il faut qu'il y ait un entretien correct. Ça fait partie des charges de fonctionnement. Et il y a le risque sanitaire de la même manière que pour le caisson adiabatique. J'en ai fini avec la partie pour refroidir l'air ambiant. Si vous avez de nouveau des questions, allez-y, lâchez-vous. Pas de questions? Et ben, je passe à rafraîchir et se rafraîchir dans ce cas. Donc l'idée de rafraîchir, je l'ai mis en opposition à refroidir. Parce que l'idée de tout à l'heure de la clim ou du caisson adiabatique, c'est de refroidir l'air ambiant. Là, l'idée, c'est de rafraîchir et se rafraîchir, de rafraîchir les gens. Donc de travailler sur la sensation de confort et pas de travailler sur la température de l'air ambiant. C'est ce qu'on a fait depuis le début, en fait, travailler sur la température de l'air. Dans certains cas, on travaille sur le taux d'humidité, mais nous, on n'est pas trop concernés. Donc la vitesse de l'air, elle va travailler aussi sur la possibilité de suer et d'évacuer des calories en particulier. Donc là, plus on augmente la vitesse de l'air, plus le nombre de molécules d'air qui va taper sur notre corps et échanger des calories avec notre corps va être importante. Et on va travailler aussi sur l'habillement. Parce que si on est en pull, en pantalon, en chaussures, et que on ne peut pas profiter de la vitesse de l'air extérieur, c'est un peu dommage. Donc là, c'est très important de travailler sur cette thématique également. Donc là, on va parler d'augmenter la vitesse d'air dans le bâtiment. Vous verrez que j'ai barré exprès l'ouverture des fenêtres, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, on fait rentrer de l'air chaud extérieur à l'intérieur du bâtiment. Donc sur le court terme, ça marche. Mais sur le moyen terme, ça ne marche pas, parce qu'on va se récupérer plus 4 degrés très rapidement dans le bâtiment. Et donc on perd en fait le gain qu'on va gagner en termes de confort en ayant un courant d'air, on va le perdre avec l'augmentation de la température dans le bâtiment au fur et à mesure. Donc l'idée, je pense que vous êtes assez habitués en solution de dépannage avec les petits ventilateurs sur pied qui font un bordel monstre parce qu'ils sont obligés d'avoir des pales qui tournent très très vite vu qu'ils ont un diamètre très petit. Donc ils envoient une vitesse d'air très importante qui font voler les feuilles, qui créent des petits rhumes de temps en temps. C'est pas très agréable. L'idée, c'est de prendre la version améliorée que nos papis et nos mamies utilisaient à une époque, qui sont les brasseurs d'air plafonniers. Bon, à l'époque, ils faisaient quand même vachement de bruit, il faut dire ce qui est quand même, les systèmes de motorisation n'étant pas les mêmes. Je vous ai mis en bas le gain ressenti, qui est du même ordre de grandeur que ce qu'on peut obtenir avec une clim, en fait, une clim bien réglée. Et donc, par contre, on a la consommation, donc toujours issue du guide Brass, qui va être de 10 à 50 watts par brasseur d'air plafonnier, BAP, pour 10 mètres carrés. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que là où tout à l'heure, en étant gentil, on avait 500 watts pour 10 mètres pour refroidir de l'air, on va obtenir la même sensation en termes de gain, 3 à 5 degrés, mais avec 10 fois moins de consommation d'énergie.
Alors, ça demande un petit investissement qui est moindre que ce qu'on va avoir sur une pompe à chaleur, une climatisation, mais qui va avoir un fonctionnement qui va coûter beaucoup moins cher sur le long terme et qui ne va pas rejeter d'air chaud à l'extérieur du bâtiment. Donc là, dans les zones urbaines en particulier, c'est très important parce que ça permet de ne pas amplifier l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, vous avez peut-être déjà testé, pour certains, en gare de Rennes. J'ai mis une petite photo que j'ai pris vite fait avec les gros brasseurs d'air plafonniers. Je pense que quand vous êtes en dessous, vous vous êtes aperçu que ça fait quand même du bien. Surtout que, pour le coup, la gare est ouverte à tout vent, donc il fait la même température, voire un petit peu plus chaud dedans que dehors. Et on peut imaginer la même chose dans des salles de restaurant ou dans des bars. Je vous ai mis ce petit graphique. En gros, en bleu, là, c'est la zone dans laquelle on est bien en tant qu'être humain, avec des températures comprises donc entre 20 et 28 degrés, et avec des taux d'humidité entre 30 et 80-90%. Et on voit que c'est cette petite zone-là. Et la petite zone en rouge, là, c'est la zone de confort sur laquelle on peut arriver en mettant des brasseurs d'air. Et donc, on voit qu'on peut aller gratter quand même jusqu'à 33 degrés. Donc là, c'est avec la vitesse d'air maximum sur nous qui va être de l'ordre de 1 ou 2 mètres je crois que c'est 2 mètres par seconde. Et qui est très, très intéressante parce que on a peu de conso et on va récupérer presque 5 degrés en termes de ressenti. Donc là, moi, je suis plus orienté sur les bâtiments tertiaires, mais autre avantage dans le bâtiment, c'est qu'un ventilateur plafonnier crée un petit courant d'air au-dessus du lit qui évite les moustiques de venir nous embêter. Donc là, j'en ai fini avec augmenter la vitesse d'air. On va passer à changer un peu les conditions dans lesquelles on va travailler. Donc là, c'est plus vraiment orienté pour le tertiaire ou pour de l'habitat éventuellement. Le premier point, là, en gras, c'est adapter sa tenue vestimentaire. Donc, je vous ai fait un petit exemple avec moi en train de travailler une journée chaude. Donc, on ne met pas les manches longues, on les replie. On peut se mettre en short et éventuellement être pieds nus pour favoriser un petit peu plus la conduction. Et dans ce cas-là, on va essayer de maximiser tous ces processus pour échanger au maximum avec l'extérieur. Ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est adapter sa tenue vestimentaire. C'est vraiment à garder en tête. Il faut se rafraîchir le mieux qu'on peut. Aménager son environnement, donc sans s'éloigner des parois chaudes, donc des fenêtres. Là, on peut imaginer une vue de dessus avec un bureau. Bon, déjà pour les écrans, c'est pas top, mais un bureau en face d'une fenêtre, la personne, elle va avoir hyper chaud parce que le soleil va lui taper directement dessus et va être exposée au rayonnement du soleil directement. En changeant juste le bureau d'emplacement comme ça, on va être mieux parce qu'on ne va pas avoir le rayonnement qui va nous arriver dessus directement. Ça vaut aussi l'hiver pour le confort d'hiver. À défaut, on peut avoir quand même un store intérieur qui ne va pas empêcher la chaleur de rentrer dans le bâtiment, mais qui va éviter que le rayonnement aille directement sur nous. Ça peut être un point important. Et autre solution, on change de pièce s'il fait trop chaud et on adapte ses horaires d'utilisation de la pièce. Ce qui n'est pas toujours facile, mais qui reste une solution quand même importante en termes d'organisation dans un bâtiment, dans le cas où il fait trop chaud. J'en suis arrivé à la conclusion. Si vous avez des questions avant sur le rafraîchissement, allez-y. Cette question. Soit c'est chiant, soit vous avez tout compris. Je vais opter pour la solution, vous avez tout compris. Donc en conclusion, pour les bâtiments existants, la stratégie d'adaptation, elle est progressive. On va essayer de mettre en place des choses qui vont permettre petit à petit d'améliorer le confort estival. Bien garder en tête les 3 thématiques à identifier. Donc, les apports extérieurs qui nous embêtent. Est-ce qu'on arrive à évacuer les calories la nuit? Est-ce qu'on adapte bien son usage du bâtiment? Nous, on est là, donc je l'ai mis à la fin, mais on est là pour, en tant que CEP sur mon territoire, pas sur les autres que j'ai vus à l'extérieur, pour aider là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter.
Et donc, ça va quand même nécessiter une formation des usagers à avoir un comportement très stable et très cohérent pendant les périodes de forte chaleur ou quand il y a des inconforts. Donc, ça peut arriver aussi en mai. Dans certaines écoles, on a des classes qui sont à 28 degrés en mai et on ne peut plus les utiliser. Et en fait, avec des petites adaptations, mais qui sont très spécifiques, qui sont liées aux différentes problématiques que j'ai abordées, on peut régler ces problèmes assez facilement avec des solutions plus ou moins chères en fonction des problématiques qui sont observées. Et donc, si vous voulez faire un petit condensé de cette présentation, on a fait un podcast il y a quelques mois avec Manon, ma collègue CEP, et Emmanuel sur le confort d'été, et je vous ai mis le lien ici. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Je vous laisse poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, Karine, est-ce que vous voulez poser votre question ou vous voulez qu'on la lise? Il y a une question sur Victor, je ne sais pas si tu vois. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous Oui. entend bien. Oui, je m'interrogeais si vous aviez, vous, des retours d'expérience de végétalisation de cours de crèche, parce qu'on est à la recherche de ça, à la demande de la métropole de Grenoble, parce que moi je suis plutôt en Isère. Mais voilà, c'était savoir, parce qu'on a beaucoup de retours d'expérience sur les cours d'école végétalisés et assez peu sur tout ce qui est crèche. Voilà. Eh bien, pas encore. On a une micro-crèche qui se construit actuellement avec un environnement très végétal dans la commune de Pensée. On pourrait peut-être les contacter d'ici quelques années. Et globalement, le confort a été prêté, et donc on verra ce que ça donne. Mais c'était dans l'accompagnement de projet, donc c'est un projet neuf. Et donc peut-être qu'ils pourront vous donner des billes plus tard. Il ne faut pas hésiter. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, réactions? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question concernant la végétalisation des toits par rapport à, on va dire, comment, mince. J'arrive pas à trouver mon terme. Le fait de rénover tout simplement de manière énergétique, c'est quoi l'apport de cette solution-là, fondée sur la nature? Est-ce qu'il y a un vrai bénéfice sur le gain sur l'été? Alors, j'ai lu quelque chose là-dessus. Ça va pas être hyper précis ma réponse, mais à partir du moment où c'est très isolé, la végétalisation va quand même permettre de diminuer les apports qui vont arriver directement en conduction vers les matériaux isolants, mais l'effet va être moindre que sur une toiture qui est peu isolée. Donc ça va être quand même un petit peu moins intéressant. Mais malgré tout, en termes d'ambiance de l'air extérieur, on va pouvoir rester quand même sur un albédo qui va permettre de réfléchir plus de lumière que d'en absorber dans le cas où on a des végétaux qui vont pousser dessus. Ok, donc le Et ça premier levier, reste, ça reste quand même de mon l'isolation point de vue, c'est que ça va être, ouais, dans tous les cas, c'est l'isolation qui va primer. Ouais, d'accord. Merci. En tout cas, c'est ma vision. Ça vaut le coup de se faire préciser sur d'autres choses, par peut-être d'autres personnes plus compétentes. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques, réactions, Je ne sais questions? pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Ouais. Moi, j'avais une question. Enfin, j'aimerais un petit peu étayer la réflexion là, sur le renouvellement de l'air nocturne dans les bâtiments. Je m'interroge. Alors, je suis convaincu sur la méthodologie. Moi-même, je le pratique chez moi de manière mécanique, on va dire. Tu as présenté des schémas d'équipement avec des ventilations, des CTA qui permettaient justement ce renouvellement de l'air. Je m'interroge par rapport au coût énergétique de ce renouvellement d'air, je dirais, pas artificiel, mais instrumentalisé.
Et est-ce que tu aurais des ratios ou des retours d'expérience par rapport à des dimensions de bâtiments également? Je vois pour une maison individuelle, c'est vrai que mécaniquement, c'est assez facile à faire, on va dire. Pour des petites pièces comme vos locaux à la LEC, c'est jouable. Pour des bâtiments sur 3-4 niveaux, effectivement, le renouvellement mécanique a des limites. Mais je m'interroge néanmoins sur le coût que ça engendre, une ventilation liée, etc. En tout cas, dans ce type de Ouais. bâtiment. Je ne sais pas si je suis clair dans ma Je question, pense mais que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Tu vas me dire si je réponds bien. Donc là, j'ai un exemple sur une maison de santé sur le territoire où ils ont des inconforts l'été et où ils ont essayé de mettre en place une surventilation mécanique nocturne par le biais de la CTA, sans le ouais. caisson adiabatique, qui pourrait être une solution dans leur cas. Et donc dans ce cas-là, c'est quelques centaines de watts qui vont tourner toute la nuit. Je ne l'ai pas précisément parce que je n'ai pas accès à la courbe de charge. Mais on peut imaginer qu'on va avoir 500 watts qui tournent pendant 10 heures la nuit. Ouais. Voilà. Je vais le faire pendant... Là, ça a tourné presque pendant tout l'été. Je suis en train de faire le calcul sur ma calculette en même temps. Donc, je vais mettre x 2 mois. Donc, on est à 300 kWh. Et si on fait ça x 0,3, on est à 100 balles. Mais c'est un bâtiment de 800 mètres carrés et ça n'a pas eu d'effet. Parce que 800 mètres justement, c'est carrés, ce que un je disais dans ma exemple. slide. Ouais. Et c'est un bâtiment justement où le débit max, il n'est pas dimensionné pour faire 4 volumeurs. Il est fait pour faire 1,5. En fait, le débit nominal de la ventilation en question, il correspond à un débit hygiénique pour des patients. Donc ça doit être, je crois qu'on est à 1,5 en termes de volume par heure. Et donc c'est pas suffisant. Et donc là, typiquement, ça n'a pas marché comme stratégie. Ils ont testé ça cet été et ça n'a pas fonctionné. Avec dans certains cas, donc dans une maison de santé, on peut avoir des praticiens qui ont besoin de température stable. Par exemple, sur les dentistes, on va avoir des pâtes ou des choses comme ça. Et si ça augmente trop de température, la pâte, elle va plus durcir. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc là, il faut être hyper vigilant. Et donc, typiquement, là, ce genre de situation, on va demander soit d'améliorer les usages dans certains cas, et dans d'autres cas, en fait, on n'aura peut-être pas la possibilité de refroidir suffisamment l'air ambiant intérieur, même par une stratégie de ventilation nocturne naturelle, etc. Parce que pendant la journée, ça va remonter néanmoins. Et si on passe certains seuils, peut-être qu'il y a des process qui peuvent plus fonctionner. Et puis, il y a quand même des gens qui sont sensibles qui vont dans ces bâtiments-là. Donc, peut-être qu'on là, dans ce cas-là, on peut envisager des solutions dont je n'ai pas parlé, qui vont être le géocooling. Donc, par exemple, si on a une géothermie, on peut imaginer faire circuler l'eau qui vient dans le sol directement vers un échangeur à plaques qui va, lui, amener dans les émetteurs et on va avoir des émetteurs, au lieu d'être chauds, ils vont être frais. Et donc, ça permet de rafraîchir le bâtiment. D'une part, ça va rafraîchir l'air ambiant. Et si les gens sont en t-shirt, short, etc., eh ben, on va avoir beaucoup plus d'échanges par rayonnement, ce qui va rendre les gens plus confortables. Ça peut être des solutions alternatives, mais pour le coup, qui sont de la grosse adaptation. Là. Et ça peut être le caisson Ça adiabatique consomme aussi. de l'électricité toujours. Ouais, un échangeur consomme peu en comparaison d'une clim. Ouais. Voilà. Merci pour la C'est tout. Faut garder en tête que c'est toujours plus facile de refroidir ou de réchauffer les gens que de refroidir ou de réchauffer de l'air. C'est comme pour les stratégies de chauffage l'hiver. Mieux vaut chauffer les gens avec des émetteurs bien placés. Et les gens vont sentir comme une chaleur irradiée que par le soleil. Quand on est dehors par temps frais, on se sent bien, même s'il fait frais dehors. Voilà. C'est l'inverse l'été. Merci pour ta question, Loïc. Ah de rien. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Ok. Eh ben, on va passer du coup à la conclusion de ce webinaire. Victor, est-ce que tu peux mettre la slide d'après, du coup, tant que tu partages, s'il te plaît? Ouais, on voit encore ton écran. Du coup, ce webinaire, c'était le numéro 4 de la série de 5 webinaires. Donc, le prochain webinaire et dernier, on va le voir tout de suite, aura lieu. Non, on n'a pas. Pas de problème. Faut juste que je me remette à la bonne slide. Hop. Oui. Non. Tu peux refaire? Pardon pour ce petit couac de fin de webinaire. On partage les mêmes slides en même temps, sauf que lui est arrivé, voilà, bien plus loin que moi. Je veux bien la slide d'après. Non. Qu'est-ce qui se passe? Les éléments sont contre nous. Là, c'est bon, ça y est. Merci Victor. Le dernier webinaire aura donc lieu le jeudi 13 novembre de 10h à 11h30, un petit peu plus long que d'habitude cette fois-ci. Et nous accueillons Olivier Erard de la commune de Métabier dans le Doubs qui va venir nous présenter un chouette exemple de résilience sur la commune de Métabier. Qui avait été d'une commune de sport d'hiver à une commune de montagne. Donc voilà, face à la réduction de l'enneigement, voilà, ils ont réfléchi différemment avec toute l'équipe municipale, tous les élus. Voilà, donc c'est un chouette témoignage. Je vous invite à vous inscrire. Les inscriptions se font par le lien. Je remettrai sur tous les réseaux et par mail, je réenverrai les invitations. Sinon, sur le site internet de la LEC, dans la rubrique Actualité, il y a les liens d'inscription. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier Victor. Vous remercier à vous toutes et tous pour cette chouette participation, ce chouette webinaire. Merci beaucoup Victor pour tout le travail que tu as fait. C'était super intéressant. C'était très clair et très ludique. Voilà, j'ai l'impression que le public est tout aussi ravi que moi. Ce webinaire sera retranscrit du coup sur YouTube. On va l'extraire et puis le mettre sur YouTube. Si jamais effectivement vous voulez qu'on vous envoie la présentation, n'hésitez pas à nous faire part, soit là dans le chat qu'on puisse recenser, sinon par mail, mon mail qui est affiché là à l'écran actuellement. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Victor. Passez une belle journée et puis à bientôt. Au revoir. À plus.